Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur le mercato du PSG dans le sens des départs aujourd'hui avec Manuel Ugarte qui attire bon nombre de clubs en Europe et ça va me permettre d'élargir au poste de numéro 6 où c'est bien fourni en matière de rumeurs, de potentielles recrues, mais aussi et surtout par une recrue bouclée depuis le mois de janvier qui va arriver à la reprise dans la personne de Gabriel Moscardo. Donc on va parler un peu de tout ça dans cette vidéo, installez-vous. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, commençons avec Manuel Ugarte et avant de parler des dernières rumeurs qui sont sorties, arrêtons-nous sur le terrain puisque c'est là qu'il brille ces derniers jours. On en parlait en fin de saison, les joueurs qu'on voudra vendre cet été, les tournois internationaux seront intéressants. Kolo Muani avec la France et bien sûr Ugarte sous Marcelo Bielsa avec l'Uruguay. Ça lui réussit ces derniers temps puisque leur premier match face au Panama, ils l'ont gagné 3-1. Il était sentinelle d'un 4-3-3, donc dans un contexte un peu similaire au PSG. Il a été bon dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Ils ont gagné 5-0 face à la Bolivie. Là, il était dans un double pivot qu'il connaissait par exemple au Sporting et qui semble être le système un peu préférentiel du joueur. Il a encore été très bon, mis en avant par ses qualités de passe, de projection, bien sûr, face à un adversaire assez faible, sur un score fleuve, bien sûr, pour son équipe. Donc voilà, il brille. C'est très bien et visiblement ça attire beaucoup de clubs, de grands clubs européens. La rumeur la plus insistante c'est Manchester United. Je reviendrai pas sur toutes les infos qui ont été sorties. L'équipe qui annonçait une offre refusée par le PSG, donc de la part des Mancuniens. Du côté de l'Angleterre, on disait que non, il n'y a pas d'offre. Elle a été orale. Voilà, elle aurait été faite juste de manière informelle. Le journaliste ESPN, qui est en charge donc de suivre l'Uruguay à la Copa América, a pris la parole hier après le match. Il a dit que United est la probable destination de Manuel Ugarte parce qu'ils sont prêts à aligner l'argent. Bien évidemment, le nerf de la guerre, c'est ça. Alors, à prendre avec des pincettes parce qu'on a vu quelques heures plus tôt passer une info comme quoi United valorise le joueur à 30 millions quand le PSG demande les 60 qui ont été investis l'année dernière. Et bien sûr, je pense que le dossier est assez clair en fait. Pour résumer, on a investi 60 millions sur 5 ans. L'amortissement, c'est donc 12 millions par an. 48 millions restants. Donc, c'est la somme qu'on demande au minimum cet été pour le faire partir. Si on le fait partir à moins, on perd de l'argent et donc on n'a pas grand intérêt parce que aussi, dans la rotation, ça peut être un joueur assez intéressant. Alors, ce qui est marrant, c'est que 48 millions, c'est l'offre, grosso modo, du Bayern pour Palinha. Vous savez, c'est leur priorité au milieu de terrain, un profil qui est plutôt proche de Manuel Ugarte. Ils ont proposé 47 millions, pour être plutôt précis. L'offre a été refusée et ils s'intéresseraient à Ugarte en plan B. Sauf que, selon le même journaliste ESPN, au Bayern, on envisagerait qu'un prêt de Manuel Ugarte. Alors, je ne comprends pas trop pourquoi ils mettent quasiment 50 millions sur Palinha et pour Ugarte qu'un prêt. Parce que Ugarte a 5 ans de moins que Palinha. En matière de potentielle revente, si ça marche pas, bien sûr que c'est beaucoup plus intéressant en matière de valorisation du joueur. Alors, il y a un autre club anglais qui serait intéressé, il n'a pas fuité. On sait que l'année dernière, on avait eu une grosse guerre face au Chelsea américain pour le sortir du Sporting. Des clubs italiens, l'Atlético, ça fait des semaines. On sait que Diego Simeone a appelé le joueur, mais évidemment, ils n'ont pas de sous, ils demandent qu'un prêt et le PSG n'en veut pas, bien évidemment. Donc voilà, c'est 50 millions minimum Ugarte. Une vente à 30-40, je pense pas que le club acceptera. Ça paraît assez utopique. Évidemment, cette histoire de départ, c'est la suite logique de son incroyable déclassement sur la seconde partie de saison. Après un très très bon début jusqu'à la mi-octobre, il flanche notamment en Ligue des Champions aux abords des matchs face à Newcastle, Milan, au San Siro face à Loftus-Cheek où ça a été assez compliqué. Et puis en deuxième partie de saison, là, c'est carrément dans l'esprit de Luis Enrique qu'il a été relégué. Peut-être un peu trop. On peut noter une sorte... Alors,
peut-être pas d'injustice parce que il a fait des bons matchs Ugarte en deuxième partie de saison. Lille, Monaco, Nantes, il fait un bon match qui peuvent nous laisser penser du coup qu'il aurait pu avoir sa place sur les matchs qui suivaient, à savoir la Ligue des Champions. Mais il l'a pas eu. 13 minutes face à la Real Sociedad au retour, 10 minutes au retour face au Barça. C'est son seul temps de jeu au niveau européen sur la deuxième partie de saison. Donc on pourrait se dire que ses prestations, voilà, sont plutôt correctes. Mais le problème, c'est que même dans ces prestations qui sont plutôt bonnes, il y a des erreurs techniques qui sont faites dans des zones dangereuses, qui donnent des ballons assez intéressants à l'adversaire, notamment contre Monaco. Rappelez-vous, début de match, il perd 2 ballons qui sont imperdables, et après il se rattrape, il fait un bon match. Mais Luis Enrique, bien sûr, adepte de la technique, de la sûreté, qui titularise Fabian Ruiz en Ligue des Champions, quoi. Hein, évidemment, à partir de là, tu as un peu tout résumé, en fait, parce que Fabian a justement ces qualités techniques qu'Ugarte n'a pas, même si Ugarte court beaucoup plus, de manière plus énergique que Fabian Ruiz, même si peut-être de manière un peu moins intelligente de l'autre côté. Mais voilà, il y a eu des moments où il a été bon. Montpellier-Reims, il est un peu moins bon. Et puis après la trêve, là, il a carrément été, mais vraiment au placard complet. Rappelez-vous, 25 minutes contre Marseille, donc il joue contre Clermont. Mais derrière, après les matchs face au Barça, il est suspendu face à Lyon. Donc là, bon, voilà. Mais derrière, face à Lorient, Le Havre, Dortmund, pas une minute, pas titulaire. Si, je crois qu'il rentre face à Lorient, mais il est même pas titulaire sur aucun des matchs jusqu'à Toulouse. Donc pendant 1 mois et demi, il n'a pas été titulaire. Là, c'est là qu'on a compris que, en fait, dans l'esprit de Luis Enrique, peut-être que c'était pas qu'en match que Manuel Ugarte montrait quelques petites erreurs, puisque les matchs étaient plutôt bons, mais carrément à l'entraînement, en fait. Parce que, alors d'ailleurs, le journaliste ESPN a dit qu'il n'était pas très à l'aise dans le vestiaire. Voilà. Bon, bien sûr, constat assez facile d'un joueur au profil différent de celui recherché par le coach, recruté avant le coach. Ça, bien sûr, c'est à mettre au discrédit de Luis Campos et de la direction sportive, puisqu'on s'est rapidement rendu compte que ça ne collait pas vraiment, notamment techniquement. Luis Enrique demande beaucoup plus à son numéro 6 en matière d'organisation du jeu. Alors, c'est vrai qu'Ugarte a souffert dans cette dimension. Hein. Je disais que même dans ses bons matchs en deuxième partie de saison, il y avait quelques erreurs. Il a aussi été ciblé par les adversaires au pressing. Hein. Ça, c'est à noter. Mais notons aussi qu'en début de saison dernière, quand il est en confiance, quand il est au top de sa forme, quand le PSG est son équipe, quand on perd face à Nice 3-2, qu'on est obligé de le faire rentrer alors que 48 heures avant, il était en Uruguay, voilà, et que Warren Zaïre-Emery fait un très mauvais match en numéro 6, à ce moment-là, Ugarte, il faisait des transversales. Il faisait de très belles choses, même avec son mauvais pied, avec le ballon. Donc c'est vrai que c'est là-dessus où j'aurais le plus de regrets si on le laisse partir, parce que je suis persuadé qu'il y a un potentiel quand même à aller chercher en le mettant en confiance. Voilà, je pense que là-dessus, c'est une question de confiance, et je n'oublie pas, par exemple, le Classico face à Marseille, quand on gagne 4-0 là, en septembre dernier. Il est bon même avec le ballon, tu vois. Limite, là où ça m'embête le plus avec lui, c'est que, techniquement, tout le monde le sait qu'il y a un défaut. Voilà, je dis pas qu'il est bon techniquement, je dis juste que quand il est en confiance, il est capable de faire des bonnes choses. Par contre, dans la dimension athlétique, ça, c'est sûrement pas un joueur dimension européenne. On l'a vu face à Joelinton, Guimarães, Newcastle, comme j'ai dit, Loftus-Cheek face à Milan. Sissoko, Moussa, face à Nantes aussi, qui l'a mis un peu en difficulté par moment. Voilà, des joueurs qui sont athlétiquement plus grands, plus costauds que lui, il peine. Et aussi, parfois, il court beaucoup, il chasse, mais ça ne marche pas très bien. Les timings sont pas vraiment bons, il se jette. Et c'est vrai que, finalement, malgré un joueur qui, sur le papier, semble un peu avoir la grinta, tu sais, profil uruguayen, machin, ça se ressent pas en fait dans l'impression visuelle laissée par les duels disputés. Bon, dans les airs, il est pas très bon, et même au sol en fait, il y a certains duels où il peut rapidement être mis en difficulté par un adversaire tout simplement. Et aussi, il court beaucoup, il a un gros volume de jeu, mais on voit qu'en fait, c'est pas parce que tu cours beaucoup que les résultats vont être là, que tu vas être un joueur clé de ton équipe, puisqu'il a fait beaucoup de prestations en avalant des kilomètres de manière dysfonctionnelle au possible. Voilà, bon, aujourd'hui, Luis Enrique va sûrement prolonger son contrat, qui court jusqu'en 2025, peut-être qu'on va le prolonger jusqu'en 2026, et dans tous les cas, on part sur un projet long terme avec un entraîneur qui a du crédit après la saison écoulée, et qui surtout, vis-à-vis de son vestiaire, semble très bien positionné, tu vois.
Par exemple, Tourelle, on sait que quand il part en 2020, il a perdu son vestiaire. Là, bon, les joueurs sont derrière lui. Il faudrait quand même quelque chose de grand pour qu'il perde son vestiaire. Après, ça peut aller vite au PSG. Mais je dis ça dans le sens où aussi, de l'autre côté, on a aujourd'hui un effectif qui devrait pas prendre la parole comme Keylor Navas face à Leonardo dans l'entre-deux matchs face à Dortmund en 2020. Quoi. Je donne cet exemple où il y avait eu accrochage avec les anniversaires d'Icardi et tout le bordel. Bon, je suis pas sûr qu'on ait ce genre de joueur dans l'effectif quoi aujourd'hui. Alors c'est bien ou c'est pas bien, ça c'est à vous d'en juger. Mais voilà. Et puis surtout, pour rester sur Ugarte, donc on a un entraîneur qui va prolonger, qui va rester, et donc ça sert à rien de forcer, évidemment, s'il ne veut pas d'Ugarte, même si je trouve son traitement un peu injuste. Comme je l'ai dit, Colomani, il a eu plein d'occasions de se reprendre. Ugarte, j'ai pas vraiment l'impression. Colomani, il rentre au match aller face à Dortmund. Alors bien sûr, Ugarte, c'est pas le mec que tu fais rentrer pour aller chercher un score à Dortmund. Mais sur d'autres matchs, il aurait pu être intéressant, et on ne l'a pas vu. Donc c'est vrai que pour aller chasser haut, par exemple, au match retour face à Dortmund, il aurait pu être intéressant. Et au final, il ne rentre même pas Ugarte. Donc voilà. Il est de l'écurie Jorge Mendes. Ça, je le disais hier, j'en suis persuadé. Comme on est intéressé par João Neves, et qu'il y a déjà 3 joueurs au milieu qui sont dans l'agence de l'agent portugais, forcément, il ne veut pas avoir des joueurs qui sont en concurrence au même poste. Et donc, faire partir Ugarte, ça permettrait de libérer donc de l'espace et puis aussi des liquidités, bien sûr, pour financer un transfert à plus de 100 millions d'euros. Si on veut vraiment faire João Neves, on sait que c'est évidemment à ça qu'il faut s'en tenir. Peut-être aussi retirer le numéro 4 de ce club, évidemment, numéro maudit, après Krikoviak, Cabaye, Stambouli, Kerrer. Alors Sergio Ramos, il a fait une super double confrontation face au Bayern l'année dernière, mais une année blanche sur la première année de son contrat, et puis sur la deuxième année, il a quand même été un peu à l'agonie en Ligue 1 par moment. Il y a quelques matchs où où ça faisait un peu de peine, même si au final, quand tu recrutes Skriniar, avec le recul, tu te dis, si on avait gardé Sergio Ramos, qui probablement avait même le même salaire que Skriniar, ne touchait pas forcément plus. Peut-être qu'on aurait pu tout simplement garder Ramos une année de plus, quoi, plutôt que recruter ce Skriniar en vrac. Bref. Donc voilà, dans tous les cas, ce numéro 4, voilà, avec Ugarte maintenant, semble être le numéro maudit du club. Bon, passons à Gabriel Moscardo. Au poste de numéro 6, on a ce joueur qui est assez différent d'Ugarte. C'est vrai que c'est un profil qui ne va pas aller chercher très haut en matière de pressing. Peut-être aussi parce que les Corinthians ne sont pas une équipe qui presse, voilà, qui a la possession et qui va la chercher haut. Mais c'est un joueur plus positionnel, beaucoup plus dans la protection de sa surface, de sa charnière centrale, qui est plutôt bon à la relance, assez sûr, mais aussi une appétence du duel très marquée. Voilà, très bon, 1m85, 86. Donc là, c'est plutôt intéressant. Dans les airs notamment aussi, plutôt bon. Alors, avec les Corinthians, donc, il n'a pas beaucoup joué. Il est revenu, c'était aux alentours du 10 juin, sur un match où il a joué 35 minutes. Et ensuite, il a été titulaire une mi-temps, face à San Paolo, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, 3 derniers matchs, il les a pas joués. 0 minutes. Alors, il y a un autre match qui est programmé donc le 1er ou le 2 juillet. Et du coup, c'est après l'expiration de son prêt. Donc, il ne pourra pas le jouer. J'en viens justement à ce que les Corinthians voulaient faire, à savoir prolonger son prêt de 6 mois jusqu'à la fin donc, de la saison au Brésil. Vous savez que c'est décalé, hein, ça se termine en décembre là-bas. Et donc, voilà, prolonger pour qu'il fasse la saison entière là-bas et qu'il se remette tranquillement de sa blessure. Le problème, c'est que le PSG a refusé. Et visiblement, le joueur aussi. Donc ça pourrait expliquer sa mise au banc sur les 3 derniers matchs par son entraîneur. Mais aussi, c'était pas les bons scénarios pour rentrer un milieu défensif. Par exemple, il y a une fois où il rentre, ils sont à 10, ils mènent 2-0 et ils sont obligés de défendre. Donc c'est très bien, mais il est un peu à l'agonie et puis au final ils se font remonter de 2 quoi. Il y a aussi d'autres matchs où ils sont menés parce que Corinthians c'est une équipe qui est très très mauvaise. Donc ils sont menés et donc quand t'es mené tu veux aller chercher le score, tu peux pas rentrer un milieu défensif. Donc voilà. Personnellement, le prêt de 6 mois était une idée qui me dérangeait pas parce que c'est son club. Il est déjà en place, il est déjà acclimaté. On a un entraîneur qui veut prolonger son prêt et qui donc lui aurait assuré un minimum de temps de jeu par rapport à un autre club. Si on l'avait prêté en Europe, voilà, on aurait eu moins de garanties sur son temps de jeu, bien évidemment.
Même si bien sûr de l'autre côté, comme je disais, les Corinthians, ils sont 18e au classement en Série A brésilienne. Bon, on n'est qu'à la 12e journée, vous me direz, mais c'est quand même très compliqué. Et donc, pour briller là-dedans, c'est pas l'idéal. Voilà. Et en plus, comme je le disais, c'est pas une équipe qui ressemble au PSG. Ça, c'est aussi une interrogation que j'ai sur Moscardo. Globalement, Moscardo est un joueur que j'attends plus que Beraldo. Voilà, je pense qu'il a des qualités fortes, au moins tout aussi intéressantes, une palette peut-être un peu plus complète. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il joue aux Corinthians, une équipe qui n'a pas la possession, qui ne presse pas, qui sont 18e au classement. Donc c'est vraiment aux antipodes du PSG, donc c'est difficile de projeter son profil dans le contexte Luis Enrique. Après, voilà, j'étais pas contre le prêt aussi parce que Moscardo n'a que 18 ans. Il va fêter ses 19 en septembre. Quand Beraldo, par exemple, va fêter ses 21 en novembre. Donc 2 ans d'écart entre les deux. Pour moi, ça ne pressait absolument pas. Surtout que là, il va arriver à la reprise. Donc, avec même pas 90 minutes en cumulé. Voilà. L'effectif sera amoindri. Donc, la qualité des entraînements, bien sûr, sera un peu plus basse. Il y aura les jeunes qui vont monter, tout ça. Mais aussi, par exemple, les Brésiliens qui jouent la Copa América. Même Beraldo joue la Copa América. Ils seront en vacances au retour. Ils seront pas là pour l'accueillir, pour l'acclimater, tu vois. Les Portugais, qui sont donc lusophones, qui parlent sa langue, ils seront pas là. Normalement, le Portugal, ils vont faire un bon parcours à l'Euro, tu vois. Ils vont être en vacances. Donc, ça va être un peu compliqué pour lui pour s'intégrer. Après, bien sûr, il aura du temps de jeu. Assurément, peut-être même s'il est bon, une titularisation dès le Trophée des Champions, fixé au 8 août, je crois. C'est bizarre parce que le Trophée des Champions, il le fixait un jeudi. C'est un jeudi, le trophée, face à Monaco, donc à Pékin en Chine. On a annulé la tournée en Chine. Tiens, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur la préparation parce que c'est intéressant. On devait aller en Chine faire la traditionnelle tournée des matchs amicaux. Je crois qu'on devrait affronter de l'Atlético Madrid, l'Inter Milan et tout ça. Mais au final, on a annulé. Selon le club, c'est parce que le calendrier est trop chargé. Voilà. Mais on sait qu'au Barça, en 2014, quand Luis Enrique arrive, il fait annuler une tournée intercontinentale pour rester en Europe. Et ils font leur préparation en Angleterre, le Barça. Sur demande de Luis Enrique qui veut pas voyager en Asie ou en Amérique pour préparer. Donc peut-être qu'il a eu son influence là-dedans. Peut-être. Mais après, de l'autre côté, le problème, c'est que... Alors, les autres clubs qui vont en Chine, ils annulent aussi. L'Inter et l'Atlético. Et en Espagne, on a appris qu'en fait, les prestataires qui organisaient les matchs amicaux de l'Atlético, donc face au PSG, puisqu'ils devaient nous affronter, mais ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé ce qu'ils devaient payer en fait au club pour les matchs amicaux. Donc forcément, peut-être qu'il y a aussi une histoire de sous là-dedans. Voilà. Comme l'année dernière, rappelez-vous le Trophée des Champions organisé en Thaïlande et les organisateurs qui sont se retirés au dernier moment, sûrement quand ils ont vu que Messi ne serait pas là. C'était la piste que j'avais avancée à ce moment sur les vidéos. Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué avec les prestataires à l'autre bout du monde et tout ça. Donc le PSG devrait rester en France, peut-être, en France ou peut-être en Europe, je sais pas. On va voir, mais visiblement, pour l'instant, ouais, ça parle de rester ici. Donc voilà. Pour revenir à Moscardo, il y a aussi un argument intéressant, justement, pour le faire revenir dès maintenant dans l'équipe, c'est qu'il a 18 ans. Et donc, s'il fait les 3 prochaines années au PSG, eh bien, il sera considéré comme formé au club pour les listes UEFA. Ou alors, si tu le prêtes dans un club français, considéré comme formé localement, par exemple. Ça peut être intéressant tout ça. Parce que c'est vrai que 18 ans comme ça, un joueur qui arrive, bon, je sais pas trop si le prêt par la suite ne sera pas à considérer. Voilà. Bon, Joao Neves, ça n'avance pas vraiment. Voilà, ça avance pas vraiment. Alors vous me direz c'est l'Euro, mais le problème c'est que on parle d'Ugarte et de Kvaratskhelia qui sont en pleine négociation de leur avenir. Alors Ugarte c'est les deux clubs, mais Kvara est directement impliqué en pleine compétition internationale. Justement parce que Kvara, donc il a dit. Alors il y a un journaliste après le match face au Portugal qui lui a dit Antonio Conte a dit en conf que vous allez rester et qu'il a mis son veto à votre départ. Est-ce que vous confirmez? Et Kvara il dit je sais pas encore si je vais rester. Donc vraiment une déclaration moi qui m'a, enfin on a vraiment un joueur qui veut venir et le problème c'est que il y a eu un rendez-vous qui était programmé avant cette déclaration avec De Laurentiis, le président de Naples, qui s'est déplacé au camp de base de la Géorgie pour rencontrer directement Kvara en pleine compétition. Kvara est son agent, je crois qu'il n'y avait pas le père. Donc il aurait confirmé à son président son envie de venir à Paris. Le président, lui, aurait plutôt axé le discours sur le nouveau projet avec Antonio Conte pour le rassurer en fait, lui dire qu'il aurait une place centrale, que tactiquement il serait mis en avant, que ça va pas être la même saison que celle qui vient de s'écouler, qui a été catastrophique pour Naples. Et
en matière d'argent. Alors il a dit que si Kvara refusait de prolonger, avec donc revalorisation et tout ça, et ben il resterait sur son contrat actuel qui court jusqu'en 2027 et donc avec 1,5 million de salaire. Après, il y a aussi la question de la clause libératoire. Mais le problème, c'est que quand Kvara voit Osimhen qui a mis une clause libératoire en novembre dernier et qui aujourd'hui trouve pas preneur, je pense qu'il a pas très envie de faire pareil, quoi. Après, il y a une différence. La clause libératoire de Kvara, ils peuvent la mettre un peu moins cher qu'Osimhen dans le sens. Alors, là, je parle dans un monde utopique parce que Osimhen leur a coûté 75-80 millions. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, clause à 130, ils veulent pas aller en dessous pour essayer de faire une plus-value. Alors que Kvara, il a coûté 10 millions. Donc forcément, si tu mets une clause à 80 millions, c'est tout aussi intéressant que la clause à 130 d'Osimhen par rapport au prix qui a été déboursé avant. Mais bon, ça, voilà. Après, on parle aussi de joueurs qui sont déjà amortis au moment où ils parlent. Donc c'est vrai que c'est des questions qui sont un peu évaporées. Niveau salaire, au PSG, on dépasse les 10 millions avec bonus. Naples propose que 5 avec bonus. Et l'agent demanderait 7. Alors ça fait que monter. La position de l'agent, elle fait que monter au fil des semaines. Ça parlait de 5, ensuite 6, maintenant 7. Le joueur, lui, serait content de 6 du côté de Naples. Donc on va voir si ça va finir en prolongation. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça bizarre. C'est quelque chose qui m'a toujours intrigué, cette prolongation, parce que Naples sont capables de proposer 5. Le joueur, visiblement, 5, ça devrait lui convenir. Et au pire des cas, s'il demande 6 ou 7, Naples font un petit effort et on s'y retrouve. Et si on parle du pire Enfin, si on va encore plus loin, ils ont donné 10 millions à Osimhen en novembre, quoi. Donc en fait, peut-être qu'il serait même capable, s'il se débarrasse d'Osimhen cet été, de rebasculer son salaire sur Kvara. Et donc là-dessus, on serait baisé, comme on dit dans le jargon. En tant que Parisien, on se retrouvait avec une prolongation de Kvaratskhelia au Napoli. Bref, ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Les positions sur la prolongation sont plutôt proches, mais n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y en a une des deux qui visiblement ne fait pas d'effort. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Voilà les gars. Bref, bonne soirée et ciao.